Alors justement, l'intérêt de l'astrologie chinoise, c'est qu'elle nous interpelle au niveau de l'astronomie, puisque précisément, il s'agit d'une astrologie dont les rapports avec l'astronomie sont assez fictifs, si on pourrait dire, quelque part. Donc effectivement, on a quand même ce... Et d'ailleurs, je précise, par exemple, que la théorie des domiciles et des égatations de l'astrologie occidentale est du même ordre. Si on la prend au sens premier, lorsqu'on attribue, par exemple, Mars au Bélier ou Vénus au Taureau, etc., ces planètes ne sont pas là. Donc, quelque part, il y a aussi, il y a simplement une astrologie primitive qui étudiait simplement, par exemple, le passage de la Lune à travers les 12 signes, et elle les faisait rencontrer des planètes qui n'y étaient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Lune passait sur les Gémeaux, et on disait c'est dans la tonalité d'énergie Mercure. Mais en réalité, Mercure n'était pas là. Donc il y a effectivement dans l'astrologie occidentale aussi, de toute façon on le sait très bien, il y a aussi des éléments où l'élément astronomique, ou l'élément énergétique, ou l'élément philosophique n'est pas forcément articulé sur l'astronomie réelle. Là, ça c'est un vaste débat aussi, qui d'ailleurs aussi pose le problème des signes du tropicalisme et du sidéralisme. Mais effectivement, une des questions qui vient d'apparaître, qui apparaît, c'est la question du rapport entre l'astrologie et l'astronomie. Est-ce que l'astrologie est là pour donner du sens à tout ce qui existe au niveau astronomique, ou est-ce qu'elle construit sa propre astronomie qui n'est pas l'astronomie de l'astronomie réelle, qui est une astronomie déjà décalée par rapport à l'astronomie réelle, où elle ne prend que certains facteurs, où elle les accommode d'une certaine façon, et donc par conséquent, les rapports entre astronomie et astrologie ne sont pas forcément évidents, ce qui nous amène à poser la question de savoir si on doit vraiment à tout prix se servir des planètes transsaturniennes, puisque vous, normalement, dans l'astrologie védique, vous ne vous en servez pas. Voilà. Donc effectivement, ça pose aussi cette question-là. Est-ce que tout ce que les astronomes peuvent imaginer, inventer, découvrir, est-ce que c'est automatiquement que ça doit être automatiquement géré par l'astrologie? Je crois que M. Tilly, qui est à ma gauche, vous êtes à ma droite, vous êtes passionné par la question de ces systèmes justement de domicile d'exaltation et d'intégration justement des planètes transsaturniennes dans la tradition astrologique. Oui. Je vais prendre un petit peu de temps. Bah oui, parce qu'il faut que tout le monde participe, parce que c'est le principe de ce genre d'après-midi. Je présente un tout petit peu mon cursus pour qu'on puisse savoir comment je fonctionne. Je suis arrivé à l'astrologie en me posant beaucoup de questions. J'ai pratiqué l'astrologie pendant un certain temps, puis je me suis aperçu effectivement qu'il y avait quand même une réalité dans l'astrologie. Et ça m'a poussé à faire beaucoup plus de recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'astrologie. Donc je ne suis pas un praticien de l'astrologie, comme peut-être beaucoup vous l'êtes. Moi je suis beaucoup plus dans le questionnement de savoir quelle est l'origine de l'astrologie. Et donc ça m'a amené à essayer de comprendre, mais d'une manière beaucoup plus large, et de me référer par rapport à une astrologie très traditionnelle, c'est-à-dire par rapport à ce qui a été réalisé tout au début par les anciens. Donc ça, c'est mon cheval de bataille. Et pour pouvoir donc pratiquer cette astrologie, je me suis adressé à des gens que j'ai rencontrés dans la vie, ou que j'ai choisis parce qu'ils étaient intéressants sur le plan d'une personnalité. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai un panel de thèmes astrologiques qui est ma recherche et mon cursus par rapport à toutes ces personnalités. Alors ces personnalités, en plus, je les ai côtoyées d'une manière une manière privilégiée, puisque ça peut être des gens que je connais très bien, c'est des gens que j'ai bien étudiés,
ce sont des gens qui sont après même proches de ma famille, qui sont dans ma famille. Donc je les vois, j'ai pu les voir évoluer dans un cadre tout à fait personnel et intime. Et ça m'a permis, c'est-à-dire de mieux saisir toutes les subtilités au niveau d'une recherche astrologique. Alors, j'ai pas eu de consultation, donc j'ai rien à devoir, c'est-à-dire à un client. Et par conséquent, ma recherche, elle est beaucoup plus ciblée. Donc j'ai fait des recherches aussi sur des catégories socio-professionnelles pour essayer de voir s'il y avait toujours une tendance particulière par rapport à leur fonction. Donc là, tout ça, ça m'a conforté dans le sens que l'astrologie, pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui marche et qui a une raison d'exister. Alors, la volonté que je voulais avoir, c'est d'essayer de repartir à la source et d'essayer de comprendre comment les anciens ont pu créer ce type d'astrologie. Et comment ils l'ont conçu. Donc d'aller chercher beaucoup plus les principes que la pratique en soi. Alors, bon, il faut quand même que je dise que si je fais des recherches, je ne suis pas un savant et je suis quelqu'un de très très modeste et qui n'a pas du tout pour autant découvert des choses qui seraient intéressantes sur le plan astrologique. Bon, j'ai fait une petite recherche, essayé de comprendre. L'idée qu'il en ressort, en tout cas de tout ça, je vous donne la conclusion, parce que je ne vais pas le développer, mais il semblerait que l'astrologie soit beaucoup plus issue de l'aspect saisonnier par rapport, c'est-à-dire à un fonctionnement astronomique qui est le principe de la Terre qui est sur une orbite solaire et qui par conséquent crée des saisons. Ces saisons, à partir de ce moment-là, créent un système de mutation au niveau de la vie, que ce soit sur le plan minéral, que ce soit sur le plan végétal ou animal. Chaque saison, chaque moment de cette évolution crée des modifications et des grands cycles de fonctionnement. Donc je pense que à vous partir... parlez en fait de l'astrologie naturelle, c'est-à-dire que le cosmos aura une influence sur les saisons déjà terrestres. Alors, et donc a fortiori sur les phases de la vie de l'être humain. Absolument. Donc ça, c'est ma conviction. Pour autant, on peut, par exemple, aussi se poser la question pourquoi, à un moment donné, on parle des constellations, donc pourquoi il y a eu effectivement cette représentation dans le ciel avec des constellations. Or, moi je dis que de toute façon, les constellations ne sont là que pour servir de calendrier pour les civilisations anciennes. C'est un marqueur à un moment donné, c'est-à-dire que ça permet, grâce au mouvement de la sphère, de pouvoir retrouver d'une manière cyclique toutes les séquences, soit des saisons, ou soit de pouvoir créer le cycle d'une année. Donc, c'est simplement un marqueur sur un principe analogique, ça tout le monde le sait, mais comment fonctionne l'analogie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment on structure un système analogique. Alors, je ne sais pas si je dois continuer, parce que là, c'est presque un cours que je dois... Je voudrais quand même faire rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, je vais mettre un petit peu une pierre dans le jardin. Effectivement, les rapports entre astrologie et mythologie ne sont pas aussi évidents qu'on pourrait le croire. Parce que les dieux de la mythologie, ce sont aussi des concepts. Mars-Vénus, par exemple, c'est une polarité, c'est une dialectique. Bon, au niveau philosophique, on peut très bien comprendre une dialectique.
philosophiquement, voilà, c'est comme qu'est-ce que c'est il y a une chose et son contraire, de même que le jour et la nuit. Donc effectivement, on peut étudier Mars, quand Mars est faible, c'est Vénus qui devient fort, quand Vénus est fort, normalement il y a une égalité de ce genre-là. Bon, tant qu'on reste sur le plan philosophique, ça marche. Mais si on commence à relier ces concepts à des astres, là on arrive à des bizarreries, parce que les astres Mars et Vénus ne constituent pas des structures qui se combinent ou qui se prolongent l'une l'autre. Dans le cas du Soleil et de la Lune, il y a une espèce de piège. Parce que dans le cas du Soleil et de la Lune, on pourrait dire, quand la Lune vient, c'est la nuit. Mais en réalité, la Lune n'a pas besoin de la Lune pour exister. Le soleil, la Lune existe, mais ce n'est pas la Lune qui crée la nuit. La nuit vient de l'absence du Soleil, il ne vient pas de la présence de la Lune. Donc à partir de ce schéma, de ce faux schéma d'une planète qui représenterait le Soleil et la Lune qui représenterait l'opposé du Soleil, on est déjà sur un contresens. Et donc finalement, on pourrait se demander si effectivement il est souhaitable d'associer les planètes, les dieux aux planètes, parce que si ce sont des forces, des concepts qui sont complémentaires, ils font complètement sens quand on les situe sur le plan philosophique, sur le plan conceptuel, mais quand on les articule sur des planètes, on arrive à des bizarreries. Donc la question c'est de savoir effectivement si il est pertinent, par exemple, est-ce qu'il est pertinent d'associer tout à l'heure on posait la question de savoir si on devait prendre tout de l'astronomie pour l'astrologie, et là la question c'est est-ce qu'il est pertinent de récupérer la mythologie pour l'articuler sur les astres? Est-ce qu'on pourrait effectivement... parce que par définition, tout astre passe par des cycles. Et donc tout cycle passe par une phase positive et une phase négative. Donc il y a déjà une dualité. Donc par exemple, Mars, par exemple, quand il est faible, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir Vénus? Donc finalement, Mars et Vénus sont déjà dans le même système, dans le même cycle. Il n'est peut-être donc pas nécessaire qu'il y ait une planète Mars et une planète Vénus. Il suffit d'avoir une seule planète qui s'appellerait Mars, et qui de temps en temps serait dans une phase nocturne, une phase négative, et à ce moment-là, elle deviendrait Vénus, comme le Soleil, quand il ne fait pas jour, il fait nuit. Moi, je dis ça en passant. Mais je veux dire que c'est pour dire que... Le Soleil n'est pas la Lune. Mais justement, le Soleil, la Lune n'est pas nécessaire. Quand le Soleil est en exil en hiver, il n'a pas besoin de la Lune. Non, mais la Lune, elle existe. Elle nous reflète le Soleil, mais le Soleil et la Lune... Mais c'est pas la Lune qui fait la nuit. La dialectique solaire... Personne n'a dit que la Lune faisait... Non, mais la dialectique du Soleil... Le Soleil est dans une dialectique. Tantôt il est là, tantôt il n'est pas là. Oui. Bon, donc déjà, il y a déjà un double... Donc toute planète... Il n'est pas là à nos yeux, parce que pour les gens qui sont de l'autre côté de la planète, ils le voient. On le sait, ça, merci. Mais il n'est pas... Excusez-moi, oui. Non, mais je veux dire, je crois qu'on le sait. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le Soleil est présent, à un autre moment, il est absent. À un moment donné, pour un lieu donné. Pour un lieu donné. Bon. Et alors, bon... Et donc, par conséquent, à partir de ce moment-là, il est lui-même dans la dualité. C'est-à-dire que toute planète est dans la dualité, puisqu'elle passe par un cycle où forcément il y a un moment fort et un moment faible. Donc c'est ça que je voulais dire. Mais je pense que l'astrologie, de toute façon, c'est avant tout on va appeler ça presque une science de l'analogie. Donc, à partir du moment où vous faites des rapports d'une observation par rapport à une autre observation, c'est ça le principe. Donc il ne faut pas chercher de toute façon à essayer de comprendre l'astrologie sur un plan qui serait soit purement astronomique. C'est le rapport de l'observation de l'astronomie par rapport à ce qui se passe sur Terre. Donc il faut trouver le côté qui est semblable. Et à partir de ce point-là, on commence à faire de la bonne astrologie. Je vais donner simplement un petit exemple pour illustrer, parce que sinon c'est peut-être compliqué. Enfin, moi, ce que je pense, je préfère donner des exemples plutôt que de partir sur un discours. Je prends par exemple le signe du lion. Le signe du lion représente pour moi, c'est-à-dire la centralité. Effectivement, puisque le lion reçoit le soleil. Si on regarde, première analogie,
vous allez voir automatiquement si c'est bien effectivement la centralité. Ça l'est sur le plan astronomique, puisque le Soleil est au centre du système solaire. Je pourrais même défendre la thèse à partir des anciens, puisque le Soleil n'était pas au centre de l'univers à cette époque-là. Mais je peux tout développer, comment dire, un discours qui prouverait pour autant que le Soleil, même pour les anciens, se trouvait bien au centre du système solaire. Quand vous regardez le glyphe du Soleil, puisqu'il est dans le signe du lion, vous avez un point au niveau d'un cercle. Donc déjà, c'est une représentation extraordinaire, rien que pour signifier la centralité, vous avez le point par rapport au cercle. Donc déjà, une analogie en réalité, c'est ça le principe de l'astrologie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'application? On va nous dire, c'est le roi, c'est l'enfant, c'est le... qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le lion, etc. etc. Bon. Donc, quel est le principe en réalité? Ça, c'est ce qui en découle. Ça, ce sont les effets. Mais quel est le principe? Le principe, c'est la centralité. Le principe, c'est la centralité. Auquel cas, vous allez pouvoir développer tout un discours à partir de ce moment-là, à savoir plein de possibilités qui sont offertes. Mais quand la centralité est faible, c'est ça le problème justement. Le Soleil est la centralité quand il est fort, et quand il est en exil, on n'est plus dans la centralité. On est dans un principe opposé à celui-là. Donc chaque facteur, en astrologie, va passer par un moment où il n'est plus justement à mesure d'apporter son principe. Alors, à partir... Donc finalement, en étudiant le Soleil, on va à la fois étudier la centralité et l'opposé de la centralité quand le Soleil sera justement en exil. Alors, pour répondre justement à ça, il va y avoir une opposition qui va se créer par l'autre signe qui est en face, qui sera le Verseau. Or, le Verseau forme le cercle, alors que le Lion est le point. Bon, donc, on va avoir à partir de ce moment-là, c'est-à-dire un regard qui peut être au niveau du thème et qui va donner des raisons pour dire on n'est pas tout à fait dans la centralité, ou on est dans une opposition avec la centralité, où on est... Alors là, il y a tout un discours psychologique qui peut intervenir et qui peut être extrêmement complexe à partir de cet état. Mais ce que moi, le doigt où je voulais mettre au niveau de l'astrologie, c'est que c'est simplement que des rapports. Qu'est-ce que veut dire l'analogie? L'analogos, en grec, c'est l'ana, c'est le retour par rapport, c'est-à-dire le haut, et la marche arrière pour revenir à quelque chose qui serait à l'origine. Donc le principe ana en grec, c'est ça, et le logos, qui est la pensée, qui est le discours, qui est la réflexion, etc. Et donc, on va avoir justement dans l'analogie, c'est-à-dire un retour par rapport à ce qui est en haut. Donc tout ce qui est en haut, c'est quelque chose, un principe divin. Et c'est pour ça que toutes les sociétés anciennes ont placé dans leur religion le divin dans le ciel et dans le haut. Donc c'est un retour, c'est-à-dire au divin. Et dans un rapport, puisque le logo c'est une réflexion, donc c'est une mesure qu'on va avoir pour essayer de resituer quelque chose qui est de l'ordre de celui qui était le divin. Donc on fait un retour par. Donc l'analogie étant un principe, et c'est ça qui est le principe même de l'astrologie. Alors moi je le défends vraiment parce que je dis que tout ce qui se passe dans notre monde, dans la vie, ce ne sont que des rapports analogiques. Ce ne sont que ça. Donc effectivement, et alors, je dirais même, je vais même encore aller plus loin, nous avons un récepteur qui est un cerveau.
justement par rapport à toutes les observations et tout ce qu'on peut voir autour de nous et tout ce qu'on peut ressentir d'une manière inconsciente. Donc à partir de ce moment-là, nous avons un cerveau qui est là pour être en analogie par rapport au fonctionnement du macrocosme. C'est le macrocosme qui va nous guider à un moment donné, puisque c'est la possibilité pour nous gérer, c'est pas nous gérer, mais si, nous gérer, puisque en réalité, le macrocosme, c'est quand même la possibilité de la Terre de créer, par l'orbite autour du Soleil, de créer les saisons. Et les saisons, j'ai dit tout à l'heure, c'était le mouvement qui créait toute la transformation permanente de la vie. Donc toute cette transformation permanente de la vie, nous sommes aussi, nous, soumis à cette transformation. Mais pour le problème de l'analogie, monsieur Tilly, la question est de savoir si le principe analogique est propre à l'univers ou si c'est l'homme qui génère de l'analogie. Non, ben justement, c'est propre à l'univers. Non, mais attendez, excusez-moi, le débat est ouvert. Mais ça, c'est mon point de vue. Bon, d'accord. Non, mais justement, je vous précise qu'il y a une autre théorie d'analogie qui implique que l'homme fait de l'analogie, c'est une forme de transposition. Par exemple, je peux dire, par exemple, que lorsqu'on dit que Saturne passe en Taureau, c'est en analogie avec le fait que le Soleil passe en Taureau, par exemple. Parce qu'en fin de compte, ça n'a pas du tout la même signification. Le passage du Soleil dans les zodiaques génère les saisons. Au niveau du passage d'une planète comme Uranus ou Pluton, ça ne génère pas les saisons, ça génère autre chose. Donc, donc le passage d'une planète en dehors du Soleil dans le zodiaque est une forme d'analogie par rapport à ce qui se passe avec le Soleil. Bon. Alors, la question est de savoir si c'est l'univers, si c'est une loi de l'univers de dire cela, ou bien si c'est une construction intellectuelle, qui peut tout à fait avoir sa légitimité par ailleurs, une construction culturelle qui dit on va établir un temps, on va établir une structure qui va être calquée sur le processus solaire, qui va être en analogie avec le processus solaire, mais qui va fonctionner sur une autre rythmicité, une autre cyclicité que celle du Soleil. Donc c'est une question qu'on a le droit de se poser, M. Tilly. Oui, mais moi je vous réponds déjà à ça. Par exemple, vous citez le cas par exemple de Saturne. Saturne, pour les anciens, c'était la planète qui était justement à l'extrême du ciel. Donc pour elle, ça pose une limite, ça pose une frontière, ça pose une inconnue. Et ça pose, quand vous êtes devant, par exemple, une frontière, à partir de ce moment-là, vous faites quoi? Soit vous passez le pas et vous allez au-delà de la frontière, mais c'est de l'inconnu à partir de ce moment-là. C'est aussi l'analogie, entre parenthèses. Mais c'est justement... De dire que Saturne se comporte comme si c'était une frontière, c'est une forme de projection humaine, c'est anthropologique, non, anthropocentrique. Il est certain que si nous raisonnons dans cette salle à l'heure actuelle, c'est parce que, effectivement, nous raisonnons. Mais dû à quoi? Dû effectivement à un système qui est déjà mis en place et que notre cerveau est sensible à ce type d'observation. Donc il est déjà programmé, notre cerveau, pour pouvoir agir par rapport à ce type de... Écoutez, monsieur Vincent, vous avez des... Donc, il s'est créé... On vous a entendu... Vous avez circulé la parole un petit peu. Non, vous n'auriez pas encore parlé là. On a compris assez de choses, il faut faire... Le système a été mis en place, mais c'est une forme passive, mais c'est parti. Qui a mis en place le système qui permet de créer l'analogie entre le ciel et ce qui se passe sur Terre? Qui l'a découvert aussi. Oui, ouais. Qui l'a découvert? Oui, mais bon, je sais pas. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de raison. Je crois qu'il faut pas avoir peur de donner... Il ne faut pas avoir peur, monsieur Tilly, d'accorder aux êtres humains le droit d'avoir structuré l'astrologie. Alors ça aussi, là, de ce côté-là. Et d'autre part, vous savez que par exemple, souvent on demande aux gens qu'est-ce qui prouve l'astrologie. Alors vous dites, ah mais il y a le soleil qui brille, mais il y a la lune, etc. Mais pour les autres planètes, ça ne se pose pas de la même manière. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas simplement dire, ce qui est vrai pour le soleil est vrai pour Saturne, par analogie. Il faut aussi se demander, comme propose Adrien, il faut se demander par quel processus ça s'est fait. Et effectivement, une relation, moi personnellement, j'aurais dit, bon ben effectivement, c'est une mise en place, l'analogie est un outil
que l'être humain utilise pour structurer son monde. Mais attendez, là, je suis... Pas forcément quelque chose qui est déjà là dans l'univers. Je suis... D'ailleurs, les scientifiques vous diront que l'analogie n'existe pas au niveau de l'univers. C'est une construction... Qu'est-ce que c'est? Pour un scientifique, ça ne veut rien dire, l'analogie. Attendez, je vais vous répondre. Après, je vous laisse. Mais simplement, je réponds à ça. C'est-à-dire que si l'astrologie existe, bien entendu, c'est bien par rapport, c'est-à-dire à une découverte des hommes. Bon, ce sont les hommes, effectivement. Découverte de construction aussi. Mais sur quoi les hommes se sont basés, tout simplement, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un modèle qu'ils ont remarqué et qui existe dans la vie. Mais ça, c'est une théorie. Ah oui, mais... C'est une... Non mais attendez monsieur, on est là, on est dans un colloque. Donc il faut quand même comprendre qu'il y a une théorie qui est en vigueur et il y a un discours sur les origines de l'astrologie qui circule et qu'on peut véhiculer et qui dit oui, en effet, on a découvert... Bon, mais c'est une théorie. On peut très bien en bâtir une théorie inverse de celle-là, à savoir que c'est pas les hommes, ça c'est la légende dorée de l'astrologie, les hommes ont découvert, ont décrypté le cosmos, etc., et ils ont compris... Bon, ça c'est une théorie. Il y a l'autre théorie, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est qu'effectivement, par analogie, ils ont effectivement élaboré des règles, des lois, bah oui, mais qui n'ont pas découvert, qu'ils ont élaboré. Mais oui, mais sur un modèle. Mais sur un modèle, par analogie. Comme ce qui se passe pour le Soleil, comme ce qui se passe pour les saisons, eh bien on va le faire également adopter pour les planètes, par exemple, par analogie. Par analogie, on peut dire que le Soleil, par exemple, comme quelqu'un qui est marqué par le signe du lion, va être dans l'égocentrisme, qui va trouver son centre de gravité en lui-même, par opposition au Verseau, qui va trouver son centre de gravité dans les autres, pour rebondir sur le Soleil, le lion et l'axe lion-Verseau. Donc tout ça, ce sont des analogies, des symbolismes, on va dire, qu'on a effectivement pris de certains astres, où quelqu'un de solarien, effectivement, a priori, va plutôt trouver son centre de gravité en lui-même et ne va pas aller le chercher ailleurs. Donc, bon... Non mais ça c'est pas la question que pose M. Kerjean. La question que pose Kerjean, c'est pas la question n'est pas de savoir s'il y a analogie ou pas. On est d'accord sur le fait que l'astrologie s'est mise en place par un processus d'analogie. La question est de savoir si cette analogie correspond à une réalité intrinsèque à l'univers, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'intelligence humaine, du génie humain, d'établir des analogies. Et c'est pas du tout la même chose. Madame Veilleux. Mais oui, elle est le produit de toute façon. Un produit élaboré à partir de notre cerveau, à nous. Il a été élaboré pour créer son propre système de pensée, son propre raisonnement, sa propre pensée logique. Et c'est de cette façon-là que l'astrologue peut... en fait, à la base, on a attribué du sens aux planètes. On parle de symbole, hein, mais moi je parle de sens. On attribue un sens aux planètes pour pouvoir construire un système afin de définir, entre guillemets, l'intériorité de l'être. Monsieur Cohen, je vais laisser la parole à quelqu'un qui vient d'arriver. Monsieur Marc Cohen, qui est kabbaliste, mais qui est également quelqu'un qui est passé par le plan de la science, vous posez une question extrêmement directe. Est-ce que la notion d'analogie appartient au discours de la science? Donc à partir du moment où les astrologues, moi je ne vois pas pourquoi on se mettrait dans des situations fausses. Vous savez, moi, la question, le débat que nous avons ici, c'est en fin de compte comment parler au mieux de l'astrologie autour de nous, etc. En réalité, on est là, vous êtes là. La seule chose que vous pourrez obtenir de notre réunion, c'est d'apprendre à mieux présenter l'astrologie aux gens qui vous en parlent, etc. Bon, donc effectivement, il faut éviter un certain nombre de pièges, de choses trappes. Bon, il est certain que on peut tout dire de l'astrologie, on peut parler de l'analogie, on peut parler du thème, etc., à condition de le placer à son juste place. Si on le place à côté, là ça ne marche plus. On a parfaitement le droit de dire que les hommes ont construit une extraordinaire, une prodigieuse cathédrale, un prodigieux édifice par analogie, et que, quelque part, eh bien, finalement, ça fonctionne. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais si c'est les hommes qui l'ont construit, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Alors c'est une espèce d'anti-humanisme qui est propre à certains astrologues qui sont,
en réalité, qui sont tout à fait anti-humanistes par essence, c'est-à-dire qu'ils se méfient complètement de l'être humain, ils se méfient complètement de ce que l'être humain est capable de créer, et ils veulent que tout ce que l'homme fait et invente soit déjà constitué avant, qu'il est sous tutelle. Alors, il y a une espèce d'allergie à l'être humain, allergie à la créativité humaine, qui mine le discours de beaucoup d'astrologues, disons les choses très clairement. Bon, alors effectivement, nous on voudrait que ce soit un peu plus humaniste, et on voudrait dire, voilà, bon, l'être humain, les hommes ont pu faire des choses, ont pu élaborer, ont pu construire des choses, on peut construire un monde parallèle, parce que quelque part, le monde de l'astrologie, c'est un monde parallèle à celui de la science, c'est pas un monde de la science, c'est un monde parallèle, et comme l'homme s'auto-programme, hein, parce que quand l'homme décide il décide l'énergie, il va aussi se programmer par rapport à ça. Donc, est-ce que l'être humain est capable de se... Est-ce que l'être humain n'est pas lié à la reprogrammation que l'homme a faite de lui-même, sur un certain nombre de principes qu'il s'est donnés, qu'il a empruntés à gauche et à droite, évidemment. Il a donné du sens à un cosmos qui n'en a pas, mais de ce cosmos, il n'a pris que certains éléments parce qu'il ne peut pas tout prendre. Donc, il a instrumentalisé, comme on dit, il a récupéré du cosmos un nombre de valeurs, il leur a donné du sens, il les a mis en perspective, et puis voilà, à son service. C'est obligé d'imaginer qu'il a découvert, donc c'est d'ailleurs on se demande comment il l'aurait fait, il a découvert ces lois-là qui ne sont même pas... Donc finalement, ça fait sourire les scientifiques. Donc acceptons que nous sommes plutôt dans le domaine de l'anthropologie que dans le domaine de la science à ce niveau-là. Mais cette anthropologie, elle a une valeur scientifique quand même. Quand pendant des millénaires, l'homme se programme à fonctionner d'une certaine manière, eh bien, ça peut quand même donner une réalité.